peu dans le prolongement de la première question que je vous ai posée. Ces dernières années, il y a eu quand même plusieurs articles dans la presse en France sur le renouveau de la peinture, et même sur le renouveau du dessin. Oui. Donc, quelle est la présence de ces nouveaux courants où on regarde Oui, le dessin est très bien représenté. Tous les ans, il y a un salon du dessin au Louvre. Donc, effectivement, le salon, le dessin est très bien représenté en France. Mais en fait, quand je prends l'exemple de la Biennale de Lyon, c'est vraiment pour illustrer ce phénomène qui caractérise toutes les grandes places de l'art contemporain. Et les FIAC, les biennales, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des petits interstices où les figuratifs et les noms conceptuels peuvent s'immiscer. Et comment vous situez les grands événements artistiques en Afrique, par exemple, par rapport à ça, comme le Dakar ou l'élémentaire, enfin les événements artistiques en Afrique du Sud, par exemple. Est-ce que pour vous, ça procède du même mouvement, FIAC et autres un peu moins, parce que par essence, c'est vraiment difficile pour les artistes africains de faire fi de toute la symbolique liée à leur tradition. Mais je vois quand même certains artistes qui, même s'ils continuent à s'inscrire dans la transmission d'une symbolique traditionnelle, font quand même des compromissions par exemple, travailler en faisant par exemple des installations où ce serait des fêtes de sac poubelle, par exemple, j'ai vu ça. Peut-être un petit peu dans cette continuité-là, est-ce que vous pourriez me parler de la réception de ces œuvres par rapport, si j'ai bien compris, à un artiste comme Dugu qui réécrit les symboliques ou qui fait une refonte de la symbolique traditionnelle. Si c'est un environnement traditionnel, quelle est la réception de cette refonte et comment vous l'auriez relié à un nomadisme éventuellement comme concept de ces artistes? Comment je le relie? Peut-être relié à un nomadisme par rapport à Khalid Nazrou, par exemple, qui crée un univers à part entière et me parler de la réception, éventuellement, si c'est possible. Mais c'est vrai que l'œuvre d'Ernest Ducou interroge les gens qui ne connaissent pas du tout l'Afrique. Donc après, tout dépend effectivement de qui contemple l'œuvre. Et bien entendu, si on ne connaît rien à la symbolique afghane ou à la symbolique de l'Égypte antique, ben c'est difficile de communiquer avec ce type d'œuvre. Et même en ayant les données, par exemple, je pense à Frida Kahlo à l'époque, oui, qui a réécrit le symbolisme avec le colibri. Je crois, si je me souviens. Et dans combien de temps est-ce que le grand public pourrait avoir des clés pour comprendre? Il y a eu au Louvre 3 mois qui ont été où Jean-Marie Leblésio a eu carte blanche pour organiser des événements. Et dans le cadre de ce programme, il avait effectivement organisé une exposition où il a réuni les œuvres qu'il a aimées au cours de ses voyages et de ses séjours dans le monde. Et il y avait effectivement 2 œuvres de Frida Kahlo, parce qu'elle a vécu assez longtemps au Mexique. Et
c'est que effectivement on voit de plus en plus d'expositions collectives où il y a une tentative de montrer l'art extra-occidental. Confère cette exposition de l'Ecclésia. Et donc, au niveau du temps, je ne sais pas. Mais je dirais qu'il y a quand même une évolution, et comme je le disais dans mon texte, il y a quand même un regard qui commence à être porté sur l'altérité, même s'il est en partie biaisé. Bonjour. Un petit regard des gens qui ne sont pas dans le monde de l'art, je pense aux énergies qui se dégagent, que ce soit dans les galeries européennes ou des gens qui ont voyagé en Afrique. Je pense essentiellement de la culture tribale, par exemple de la culture aborigène ou même de la culture ancestrale africaine. Et je me demande la question suivante. Quelquefois, est-ce que les tableaux ou l'approche de l'artiste n'est pas trop structurée, pas trop structurelle, ou alors n'est pas trop figée dans la structure? Je pense par exemple à des artistes qui n'ont jamais voyagé, en Afrique ou dans les sociétés tribales, mais dans les œuvres dégagent une énergie, je dirais même universelle et un peu mystique. C'est ce paradoxe que je n'arrive pas à reconcilier. Paradoxe Donc, de celui qui regarde l'œuvre, ou pas de celui qui. Je ne regarde pas la mécanique, mais je regarde parce que est-ce que l'art, effectivement, est pour celui qui le conçoit, ou pour celui qui le digère finalement. Est-ce que là Et est-ce que la nature de l'art est juste pour celui qui le conçoit, ou alors interprété par celui qui le digère? Je pense que ça marche dans les deux sens. Et que quand ça s'harmonise, c'est bien. C'est autant, je pense que l'art est autant cathartique pour l'artiste que pour le spectateur. Alors, en ce qui concerne les énergies venues des sociétés traditionnelles, c'est vrai que les œuvres d'art, dites art premier, quand elles voyagent, elles perdent leur force, elles perdent leur charge. Parce qu'en Afrique, on sait bien que l'art est complètement intégré à la vie profane, ou aux cérémonies sacrées d'ailleurs. Et donc, quand elles arrivent dans les musées occidentaux, elles sont mortes. Je voudrais pour peut-être relancer un peu sur les 10 dernières minutes qui nous restent, revenir à Khalid Nassou, au travail qui est fait ici. Il est clair, ça me rappelle ce que vous avez dit, Bénédicte, ce qu'a dit notre conférencier la semaine dernière, Jean-Claude Guilbeault, à propos du syndrome de Roissy. C'est-à-dire que quand il voyage, quand il va en Orient, en Extrême-Orient, ou ailleurs en Afrique, il a l'impression d'être dans un monde optimiste, coloré, vif. Et quand il arrive en Europe et qu'il pose le pied à l'aéroport à Roissy, il tombe dans le pessimisme, dans le monde noir, et dans une vision triste et dramatique du monde. Mais pour revenir au travail de Nassau, il est évident qu'on est dans l'optimisme, ici complètement du côté de l'optimisme. Et même lorsque Nassau représente, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait là une vision de la mort, une représentation du temps qui passe, en effet, on voit qu'il a progressé d'une heure, et que c'est donc le temps qui a passé. On reste quand même dans une vision qui est une vision très belle.
Quand on regarde toutes les œuvres de Nazarou, on est dans un monde, en fait, perpétuel de l'enfance. Il y a chez Nazarou, et excusez-moi de lancer un petit commentaire comme ça, un vieillissement biologique de la personne. Et c'est intéressant de voir qu'au contraire, dans l'œuvre, il y a un rajeunissement perpétuel de la création. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Il y a toujours une différence entre la personne elle-même et le créateur qui est dans la personne. Et c'est ça, l'art, pour reprendre la question qui vient d'être posée aussi, c'est la rencontre de celui qui regarde et de celui qui produit. Et nous sommes sensibles à quoi? Enfin, nous, je parle un peu pour moi, j'ai tendance à généraliser comme très souvent, excusez-moi, mais ce que nous rencontrons justement, pourquoi nous aimons, il y a deux choses. D'abord, il est moderne. Ça n'est pas quelqu'un qui construit, il n'est pas dans l'art contemporain, donc, que nous avons montré par ailleurs dans une autre exposition. Il est dans une autre forme de contemporanéité et de modernité. D'abord, c'est ça. Et ensuite, il est dans cette espèce de rajeunissement perpétuel du regard, que la toile vous renvoie à vous. Et vous êtes pris dans cette espèce de joyeuse vision du monde. Et c'est ce qui fait sans doute le bonheur que nous éprouvons à nous trouver dans le monde de Nazarou. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la création de Nazarou aussi, dans sa modernité ou dans sa contre-modernité à l'intérieur de la modernité. C'est vrai qu'il est déconstructeur aussi. On voit comment il occupe la toile. On voit que parfois, si le triptyque là-bas n'est pas encadré, c'est parce qu'il a peint aussi les bords de la toile. C'est parce qu'il veut sortir de la toile. Pourquoi il accumule des diptyques, des triptyques, voire je ne sais plus quoi, là, quand on multiplie la toile par 6? Parce qu'il veut aller au-delà du cadre traditionnel du travail du peintre. Donc il est dans ça, modèle. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Je crois qu'il faut aussi interroger peut-être l'artiste qui est là, on en parle beaucoup. Peut-être qu'on peut lui poser des questions à lui. Voilà ce que peut-être que Khalid peut dire un mot. Qu'est-ce qu'il a entendu? Je voulais dire la même chose que Matisse a été un de et lui, ce qu'il disait, c'est l'artiste d'abord doit se couper la langue. Continuer le pain. Et je pense que cette allégresse, cette joie dans les couleurs qu'on trouve dans le travail de Khalid, c'est un peu une constante à travers le monde chez les artistes tropicaux. Et effectivement, d'ailleurs c'est vous qui disiez vous n'auriez jamais vu peindre à Paris. Et chez ces artistes, il y a tout un travail de la couleur qui en fait s'origine d'une captation de la lumière. Et donc, pour travailler à la lumière, il faut qu'elle soit vive. C'est pas nos latitudes parisiennes qui permettent ce genre d'expression artistique. Voilà, on va en rester là, si vous voulez bien. Donc, en remerciant la conférencière, merci. Et en remerciant